du coup, je vais peut-être commencer. Merci, Élodie, pour ton introduction. Donc, ce que je vous propose, c'est une réflexion sur la transformation des trajectoires de personnes en fin de vie et les enjeux éthiques et organisationnels, parce que je pense que les deux sont intrinsèquement très étroitement liés, que cela engendre. Donc, je vous propose de structurer mon propos autour de trois questions ou trois thématiques majeures. La première, qui est celle des trajectoires de fin de vie, c'est-à-dire de quoi parle-t-on exactement. Ensuite, quels sont les enjeux éthiques liés au vieillissement, trajectoires nouvelles générées en lien avec la médecine, et quels sont les enjeux organisationnels auxquels nous faisons face. Donc, sur cette première question de la modélisation, c'est plutôt la question, c'est celle de la modélisation, pardon, et dans le champ qui concerne particulièrement la modélisation et les trajectoires des personnes âgées, ne serait-ce que parce qu'elles représentent la part la plus importante des décès. Ça va, vous m'entendez? Deux fois que je lance. Oui, ça va, on t'entend. Alors, s'il y a d'autres participants qui ont leur micro ouvert, merci, je les ferme, ouais. Ce serait bien de les fermer, merci. Ouais. Et donc, dans cette perspective, sur quel modèle on peut s'appuyer? Donc, je reviendrai là-dessus très vite. Ces modèles sont-ils pertinents? Donc, on va discuter de ça. Le deuxième point sur le vieillissement, il s'agit plutôt du temps du vieillissement, d'une temporalité du troisième voire du quatrième âge qui s'allonge, une espérance de vie qui a augmenté de 14 ans en quelques décennies. En revanche, l'espérance de vie en bonne santé stagne. Pourtant, la médecine, mais pas qu'elle, bien sûr, maintient les personnes en vie, les personnes de plus en plus longtemps. Qu'est-ce que ça génère pour les personnes concernées? Puisque, après tout, il faudrait peut-être aller leur poser la question. Comment peut-on réfléchir au principe d'autonomie et d'autonomie performative, qui est un concept que j'avais développé dans le cadre de mes travaux sur les maladies du cancer, de bienfaisance, de non-malfaisance. Si ça vous embête, peut-être vous pouvez vous déconnecter. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'embête, là, semble-t-il. De justice. D'où l'avantage de couper son micro quand on assiste à des séminaires. Donc, voilà, je rappelle, j'essaye de voir qui est son micro ouvert, je n'arrive pas à voir. En tout cas, voilà, merci de couper vos micros. Oui, parce que j'ai remarqué qu'en réalité, mon truc était mal mis. Ah bon, parce que je pensais que c'était moi qui vous embêtais déjà au bout d'une minute. Je peux demander un d'eau, s'il vous plaît, parce que j'ai chaud. Ça me... J'y arrive pas. Et troisième point, que fait-on de ces réalités, de ces trajectoires longues? Ce qui convoque évidemment la question de l'enjeu collectif de la prise en charge, qu'elle soit médicale, plus ou moins ponctuelle, sociale, dans un habitat collectif, individuel, etc., etc. Ces questions ne sont pas mutuellement exclusives. Donc, commençons par les trajectoires. L'une des mobilisations les plus utilisées, les plus mobilisées dans la littérature, ce sont les trajectoires de Murray, qui, quand on regarde d'un peu plus près, c'est largement inspiré d'un rapport d'un organisme californien qui s'appelle The Rand Corporation, qui avait étudié le coût de la fin de vie des patients. Mais en réalité, cette modélisation n'est pas du tout basée sur des données quantitatives massives. Il ne s'agit absolument pas de modélisation faite à partir de big data, pour reprendre un terme consacré. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, elle est intuitivement, et peut-être vous les connaissez d'ailleurs, très séduisante. Elle présente trois trajectoires nettement différenciées qui regroupent des pathologies, enfin des groupes de pathologies très larges. C'est simple, c'est clair, c'est facilement maniable, facilement appréhendable. Comme je disais, c'est intuitivement, c'est très attirant. Et d'ailleurs, au Centre national, nous avons utilisé cette modélisation pour classer un certain nombre de données et présenter une répartition des patients décédés. Donc là, ce que vous voyez, c'est une page de l'Atlas deuxième édition du Centre national. Mais finalement, ce n'est qu'une indication assez peu précise de ce qui se passe en réalité et probablement assez datée, notamment en lien avec la transformation des thérapeutiques. Il existe une autre modélisation
que Jean-Marie Robin avait présenté, avait fait référence dans sa présentation il y a quelques semaines. Et ces autres modélisations sont liées non pas aux pathologies en tant que telles, mais à la notion de disability. Et là, notamment par rapport à cette modélisation précise, il s'agit de suivre une cohorte de personnes pendant 10 ans et d'évaluer la survenue et le degré de disability, qu'on peut traduire par incapacité, dépendance, handicap, etc., au cours de cette période, et notamment sur la dernière année de vie, c'est ce qu'on voit là. Et donc, les chercheurs ont mis en exergue 5 trajectoires, mais ce qui est intéressant, c'est, quand on lit leur papier, c'est qu'ils indiquent que les parcours, les caractéristiques de ces patients à l'intérieur de chaque trajectoire sont finalement extrêmement hétérogènes, sauf pour l'une des trajectoires. Et donc, finalement, cette modélisation de trajectoire, elle est assez fragile malgré tout, puisque ceux qui les composent sont foncièrement singuliers et même si on essaye de les regrouper, ça ne va pas nous dire exactement comment ça se passe. Néanmoins, ça nous donne une vision plus fine, me semble-t-il, de ces possibles trajectoires et de l'importance du vieillissement, de l'espérance de vie qui augmente. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 14 ans en 60 ans, mais en revanche avec une espérance de vie sans incapacité qui n'a augmenté que de 1,1 an pour les hommes, passant de 61,5 en 2004 à 62,6 en 2015 et stable pour les femmes. Au-delà de ça, par rapport aux trajectoires, aux modélisations, etc., il y a les travaux de Régis Aubry, Lucas Morin ou encore Philippe Tupin qui ont montré l'intense médicalisation en fin de vie, notamment pour les malades du cancer. Alors, en complément de ces modélisations de trajectoire de fin de vie, dans le cadre de nos travaux au centre, on s'est attelé à commencer à décrypter les parcours des personnes qui décèdent à domicile, puisque là, c'est plus complexe à aller étudier, notamment en termes d'accès et d'analyse des données. Donc, on a extrait des données du centre du SNDS, Système national des données de santé. Ça nous donne à voir une première image, une première idée très globale. Notre objectif, c'est d'aller plus loin dans cette cartographie des prises en charge. Mais par exemple, on peut voir déjà de premières indications sur les passages, la fréquence des passages à l'hôpital pour les personnes qui ne décèdent pas à l'hôpital. Voilà, tout ça, c'est des éléments que vous pouvez retrouver dans notre atlas. Mais ce que je vous propose, c'est de changer d'échelle dans un deuxième temps, de passer du macro, l'extrêmement macro, au micro. Et si on prend des situations de fin de vie, ou plus exactement de parcours de fin de vie, qui, je le précise d'emblée, sont singuliers et n'ont pas de valeur représentative, qu'est-ce qu'on peut observer ? Alors ici, je vais relater 2 situations qui sont issues d'appels sur les plateformes d'écoute du Centre national. Le Centre national a une plateforme d'écoute qui reçoit entre 350 et 400 appels par an de citoyens, de professionnels de santé. Toutes ne concernent pas la prise en charge en fin de vie. Il y a aussi pas mal de demandes d'informations sur les dispositifs tels que les directives anticipées. Mais enfin, ces exemples, et donc j'en ai choisi 2, nous permettent de réfléchir et entrer en résonance finalement avec des commentaires qui ont pu être faits par les équipes médicales d'unités de soins palliatifs et d'équipes mobiles de soins palliatifs sur l'enquête ressources en soins palliatifs de 2019. Donc la première situation concerne un patient de 80 ans, donc c'est sa fille qui appelle. Ce monsieur est atteint d'un glioblastome. Sa chimio a été arrêtée. Il a fait un séjour en SSR, en LISP. Il a ensuite été transféré en USP où il est depuis 5 semaines. Et l'USP, au bout de 5 semaines, enfin ça fait déjà 2 semaines qu'il y a une pression de plus en plus forte sur la famille, veut le transférer. Je la cite, enfin du moins c'est comme ça qu'elle rapporte les propos des personnels de l'USP. Il est stabilisé, il faut le mettre ailleurs en SSR.
Et donc, la fille nous appelle avec la demande précise suivante: peut-on transférer un patient sans l'accord de sa famille? Et en deuxième attention, sa question concerne les USP, comment ils fonctionnent, pourquoi il ne peut pas rester, etc. Et comme elle le dit, ce dont il avait besoin, c'était qu'on s'occupe de lui, ce qui a été fait ici. D'ailleurs, elle a été très bien prise en charge. Il va effectivement mieux, dit-elle, même s'il reste aphasique et qu'on ne peut toujours pas l'opérer de sa fracture du col du fémur. Donc finalement, le paradoxe, c'est que son séjour en USP lui a fait grand bien et qu'il n'est plus tout à fait mourant. Était-ce un séjour de répit? Ça n'a pas été clairement indiqué, même si cette option avait été discutée quelques mois auparavant, mais ne s'était pas réalisée. Et surtout, quelle prise en charge en aval de l'USP? Et comment qualifier cette trajectoire de fin de vie? Deuxième situation, un patient de 80 ans atteint d'un cancer du cerveau, c'est comme ça que la personne qui appelle le qualifie. Donc c'est un ami de ce patient qui appelle. Il explique qu'il est hospitalisé dans un service d'oncogériatrie. Le patient est vaguement lucide. Il a refusé des traitements qui n'avaient pas de visée curative. Il n'a aucune douleur pour le moment et son pronostic vital est malaisé à déterminer. Il était précédemment en EHPAD, ne peut retourner en EHPAD car la prise en charge est désormais trop lourde. L'équipe médicale a suggéré un retour à domicile, mais son épouse ne se sent pas capable d'assumer justement cette prise en charge, même avec tout un tas de soutiens qui pourraient être mis en place. Et donc, la question qui est posée, c'est comment éviter que le patient soit transféré d'une structure à l'autre, et existe-t-il des structures qui puissent le prendre en charge jusqu'à fin de vie, ne sachant pas dans combien de temps il risque de décéder, ni d'ailleurs dans quelles conditions. Ce qui est intéressant ici, c'est que la question des moyens financiers est posée, mais à l'inverse de ce dont on peut avoir éventuellement d'autres appels où les gens sont dans des situations difficiles. Là, ce n'est pas le cas. Il y a des moyens financiers. La famille est prête à payer, mais la question, c'est quelle structure peut prendre en charge ce patient. Alors, que nous indiquent ces deux situations? Tout d'abord, une temporalité relativement longue de fin de vie. D'ailleurs, j'ai envie de dire, le terme même de fin de vie devient complexe à définir. Quand commence cette période de fin de vie finalement? C'est quand même assez compliqué à déterminer. Dans le premier cas, le patient a été pour le moins stabilisé, voire amélioré par la médecine palliative. Il est néanmoins toujours en fin de vie, une fin de vie qui finalement se chronicise en quelque sorte. Dans le deuxième cas, la médecine à visée curative n'est plus efficace pour le patient. Il ne semble pas pouvoir avoir accès à la médecine palliative dans le cadre d'un dispositif ou d'un autre. Son pronostic vital est sombre, mais le temps qu'il mettra à mourir est très incertain. Les conditions dans lesquelles il mourra n'ont pas été discutées avec l'entourage. Et ce qui est rapporté par la plante, c'est qu'il ne montre pas de signe de douleur, ce qui semble être un frein au déclenchement de son palliatif. Et donc là aussi, comment qualifier cette période de fin de vie? Ne devrait-on pas, à un moment donné, se poser la question de parler de survie, terme employé par les malades du cancer en rémission dans les pays anglo-saxons? Peut-être qu'on devrait réfléchir à l'appliquer aujourd'hui à d'autres types de patients ou parler de surplus de vie. Philippe Bataille, dans un séminaire, a parlé de marge excédentaire, je le cite, de vie, notamment en lien avec le Covid. Et puis, que fait-on de cette survie ou de ce surplus de vie? Comment les individus peuvent-ils se déployer dans cet espace de vie? Et je ne parle pas de la période Covid qui a répondu de manière extrêmement restrictive à cette question, mais en dehors du Covid, qui est lui aussi en cours de chronicisation, comment les personnes âgées occupent-elles cet espace de vie?
Donc, dans mes travaux sur le parcours des malades du cancer, j'avais parlé d'autonomie performative pour expliquer ce positionnement fort de patients qui assumaient un rôle d'acteur et d'actrice dans les traitements, la fonction itérative aussi des traitements qui permettaient une performativité et un engagement fort dans le parcours. Ne devrait-on pas se poser la question pour cette période de fin de vie, même si bien sûr elle va être extrêmement contrainte. Et puis bien sûr, comment prend-on en charge cette période, cette survie collectivement? J'en arrive à mon dernier point, c'est-à-dire que fait-on de ces réalités, de ces trajectoires étirées, de ces fins de vie chronicisées pour certaines? Cela convoque bien évidemment la question de l'enjeu collectif de la prise en charge, qu'elle soit médicale, plus ou moins ponctuelle, sociale, et comme je disais au début, quel que soit le lieu de vie. En termes d'offres d'accompagnement, je prendrai ici comme indicateur les ressources en soins palliatifs. Le constat est fait par les équipes de terrain, comme je disais par rapport à l'enquête ressources, qu'il manque des lits d'aval aux USP, donc on voit bien que ça rentre en résonance. C'est-à-dire que tous les patients ne décèdent pas en USP, 4/5 meurent, et pour ceux-là qui n'y décèdent pas, la prise en charge pose problème. Et un constat similaire, vous le verrez dans la vidéo en fin de présentation, un constat similaire est fait par des équipes en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Donc, on n'est pas les seuls face à cette difficulté. Et donc, les trajectoires de ces patients sont flottantes, j'ai envie de dire. Tout du moins, elles ne correspondent pas aux dispositifs tels qu'ils sont pensés. La fin de vie chronicisée n'a pas de dispositif correspondant, si ce n'est des initiatives telles que la maison de vie créée par Laure Obidos dans la région de Besançon. Voilà, et comme je disais, ce qui en découle, c'est cet enjeu de la chronicisation. Et surtout, ce qui semble manquer, c'est d'aller poser la question aux personnes qui se retrouvent dans cette situation. Et puis, voilà, bien sûr, évidemment, quand on rentre dans le détail, comment s'assurer que la balance perte de chance, acharnement thérapeutique, obstination déraisonnable est prise en compte, et la parole de la personne prise en compte à ce moment-là et sur d'autres sujets, quels qu'ils soient. Donc, en d'autres termes, comment réconcilier les enjeux de santé publique et les trajectoires intrinsèquement singulières et changeantes des personnes âgées et dépendantes? La question de la place de l'hôpital est en partie liée à la médicalisation en fin de vie. Moi, j'aurais tendance à penser qu'en fait, il faut tout repenser, ou en tout cas tout mettre sur la table. La médicalisation ne pourra s'alléger qu'en partie, ce qui ne veut pas dire que tout le monde doit mourir à l'hôpital. D'ailleurs, les données les plus récentes, hors Covid, montrent que 53% des personnes meurent à l'hôpital. Et donc, cette médicalisation ajustée, etc., doit être assumée, ne serait-ce que pour le soulagement de la douleur, et prise en charge en ville par les médecins, les paramédicaux. Et en outre, de nouveaux dispositifs doivent être inventés, comme les maisons de vie, et pourquoi pas des USP de deux types, certaines plus vouées au séjour de répit, puisque c'est quelque chose qui quand même monte en puissance dans le champ de la médecine palliative, et d'autres au plus ou moins long séjour, mais probablement de plus en plus long, jusqu'à la mort des patients. Je vois aussi la nécessité vraiment d'associer les citoyens à la réflexion autour de ces réalités induites par une chronicisation de la fin de vie pour, dès maintenant, même si on est déjà en retard, rattraper le temps perdu et élaborer, inventer des dispositifs. Et enfin, les dépendances augmentent. Ça ne veut pas dire que les droits doivent diminuer ou ne pas être effectifs, notamment donc dans cet accompagnement très long de fin de vie, parce que ça fait partie des choses évidemment essentielles. Voilà, je vous ai mis une petite, je crois que j'ai réussi à rester dans mon temps imparti, une petite biblio où notamment il y a ces éléments autour de l'impact et comment on prend en charge les gens qui sortent des USP ou l'équivalent, hospice, mais qui ne décèdent pas, parce que ça nous permet d'ouvrir aussi sur un petit peu comment les choses se passent et les questions qui se posent dans d'autres pays.
Merci. Merci Sandrine. Je peux y aller, Elodie, ou tu voulais… merci beaucoup pour cette présentation et pour aussi des études de cas qui mettent du concret un petit peu sur ces questions qu'on a traitées au cours de ces journées. Alors, je vous relais les questions qui arrivent dans le chat. Justement, qu'en est-il des unités de soins palliatifs transversales et mobiles? Pourrait-on imaginer de telles unités hors hôpital, c'est-à-dire mises en place par des indépendants qui s'organisent ensemble? Peut-être je vous laisse répondre d'abord à cette question-là, puis je relayerai ensuite celle de Jean-Marie Robine. Donc, c'est des choses qui existent ou c'est une idée de créer justement des nouveaux types d'USP mobiles, c'est ça? C'est l'idée, d'après ce que je comprends de la question, ça serait est-ce qu'on pourrait imaginer justement de ce déploiement-là? Je pense qu'il faut tout imaginer. Parce que justement, les trajectoires, contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport aux modélisations qui existent, elles sont extrêmement multiples. Et alors, en plus de ça, effectivement, il y a une question de territoire et d'inégalité de ressources. J'en ai pas parlé là, mais on a pas mal travaillé là-dessus aussi. D'inégalité de ressources dans les territoires. Donc oui, des structures mobiles sont probablement quelque chose à réfléchir, à tester, dans certains territoires plus que dans d'autres peut-être. Mais oui, pourquoi pas. Merci. Je relais aussi donc la question de Jean-Marie Robine, c'était ne faut-il pas élargir votre questionnement à toutes les structures de soins et aux modalités de sortie? Donc, d'après ce que je comprends, au-delà de la question des unités de soins palliatifs. La question des lits d'aval, c'est ça que vous voulez dire, M. Robine, ou je ne sais pas. Jean-Marie. Excusez-moi, je vais prendre la parole. En vous écoutant, j'ai l'impression que, en fait, c'est une très très vieille question. C'est-à-dire que dès qu'une structure de prise en charge voit une amélioration de l'état de santé d'une personne et considère que voilà, la personne ne correspond plus exactement au service apporté par la structure, je pense à la sortir, à la faire passer ailleurs. Moi, je l'ai vu en particulier avec la mise en place de l'ouverture d'EHPAD où on a une population assez jeune, un mixte assez équilibré, et puis avec la dégradation du vieillissement de la population, cette EHPAD devient une espèce de repoussoir pour les plus jeunes qui ne veulent pas y rentrer. Enfin, donc, comment c'est compatible avec la volonté aujourd'hui d'organiser une série de soins autour de patients, autour de personnes, et non plus de les faire passer comme ça d'un service à l'autre? Je crois que c'était pour prolonger votre réflexion. Alors, je pense qu'il y a quand même une différence majeure, c'est que là, on parle de personnes qui vont mourir. Et c'est pas juste des étapes, genre une décompensation, un épisode aigu, donc on vient à l'hôpital, on est remis d'aplomb et on repart. Alors certes, par rapport à certaines pathologies, on ne sait pas quand va être la décompensation qui va se terminer en mort. Mais pour les deux patients là en question, on sait très bien qu'ils vont mourir. Et donc, je pense qu'il y a une spécificité quand même sur cet accompagnement de fin de vie. Et en plus, les USP au départ ont été quand même, peut-être pas uniquement, mais enfin, elles étaient des lieux aussi pour prendre en charge les situations, elles sont toujours les plus complexes de patients en fin de vie. Donc, il n'y en a pas assez, ça c'est un fait. Mais je ne suis pas sûre que, oui, la question de sortir de la DMS, etc., elle se pose par rapport à tous les services de médecine notamment. Mais je pense qu'il y a une réflexion un peu plus spécifique à avoir autour de tout ce qui touche la fin de vie. Et donc, je pense qu'il faut inventer des nouvelles structures, probablement. Je me permets du coup de prolonger votre remarque sur laquelle vous terminez à l'instant. Puisque vous faites, d'après ce que je comprends, et c'était un peu en réponse à certains commentaires, une vraie distinction entre la fin de vie, je dirais au sens médical du terme, et puis la fin de la vie qui se
que l'on pourrait essayer de réfléchir dans le très grand âge. Et puis, je reviens un petit peu sur ce que vous disiez sur finalement ce temps de survie. Les deux cas que vous avez présentés, en fait, c'était un temps de survie de gens qui ont été touchés par un cancer. Et est-ce que finalement, l'un des éléments de complexité qui vous amène à penser peut-être de nouvelles structures, est-ce que ça ne serait pas aussi, si je ne me trompe pas, je crois que l'espérance de vie, enfin la durée de vie moyenne en unité de soins palliatifs, c'est 18 jours, je crois. Et est-ce qu'on ne pourrait pas penser une autre structure, comme vous le dites, ou alors peut-être de transformer un peu les unités de soins palliatifs pour des durées de vie plus longues qui s'adapteraient finalement au réel? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable de votre point de vue? Ben oui, c'est pour ça que je parlais de est-ce qu'il faut développer deux types d'USP, dans le sens où il y a une certaine mouvance pour des USP, comment dirais-je, dédiés, peut-être pas dédiés, mais qui favorisent les séjours de répit. C'est-à-dire, la personne vient, on s'assure que la prise en charge symptomatique des douleurs, etc., est bien calibrée, et la personne sort. Ok. Mais donc ça, pourquoi pas. Mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de l'accompagnement jusqu'à la mort. Et donc, si ça se développe, cette question, cette mouvance des séjours de répit, et bien à ce moment-là, il va falloir, en parallèle, puisqu'il y a le nombre de décès augmente de manière majeure, il va falloir aussi réfléchir à d'autres USP ou des USP de même acabit, hein, mais avec des DMS plus longues, comme vous dites, qui correspondent à la réalité aujourd'hui de la fin de vie. Et aussi, alors, il y a aussi la question, les USP prennent, j'ai pas la classe là sous les yeux, mais plus de 70% des personnes qui sont prises en charge en USP sont des malades du cancer. Donc, il y a vraiment, on s'en doutait, mais nous, on a regardé ça dans les données, il y a une vraie focalisation sur les malades du cancer. Donc, ça aussi, c'est à réfléchir. Quelle structure, quel accompagnement pour les personnes notamment très âgées, polypathologiques, etc. D'accord. Je crois que j'ai le temps de relayer encore une question qui vous est posée. Peut-être pourrez-vous y répondre. C'est les expériences qui existent à l'étranger. Est-ce qu'il y aurait des sources d'inspiration? Puisque d'après ce que vous avez dit, les unités de soins palliatifs, elles ont été pas mal construites en France autour du modèle du cancer, des fins de vie dans le cancer. Est-ce qu'à l'étranger, il y a d'autres modèles, d'autres exemples que vous connaissez dont vous pourriez faire part? Alors, il y a toutes sortes de modèles qui ne sont pas superposables, évidemment. En tout cas, dans les articles, là, la question se pose de la prise en charge des personnes en fin de vie. C'est aussi des USP, c'est au Canada et dans certains États des États-Unis, c'est aussi des USP. Et finalement, la problématique, c'est la même, c'est-à-dire qu'au bout avec une DMS, alors ils l'appellent comme ça ou ils l'appellent autrement, mais les gens rentrent chez eux et alors là, c'est eux qui se retrouvent, alors non seulement en survie, mais dans une espèce de, comment dirais-je, d'état indéfini de qu'est-ce qu'on fait de ce temps en suspension. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Après, donc, sur les modèles, aux États-Unis, il y a quand même pas mal de ressources qui sont dédiées à l'accompagnement à domicile, de ce que je sais. Donc, il y a des structures type USP, mais il y a beaucoup d'accompagnement à domicile. Ceci dit, il y a aussi énormément de gens qui meurent en soins intensifs. Hein. Donc, vous avez un peu tout et son contraire. En Angleterre, c'est un peu c'est des hospices, c'est donc des USP et puis de l'accompagnement à domicile également. Donc c'est souvent à peu près des USP et puis selon les pays, je dirais des accompagnements à domicile qui sont plus ou moins développés. Mais peut-être plus dans certains pays, par exemple au Québec aussi, il y a beaucoup d'accompagnements à domicile. Donc oui, il faut aller regarder de plus près, bien sûr.